Éric Cherrière, bienvenue dans la cabane des auteurs pour un entretien. Alors, derrière lui. Mais on va reprendre notre sérieux. Donc, tu es à la fois réalisateur, scénariste, auteur. Hier, tu as rencontré une classe de terminale au lycée de la Mer pour ton roman très fort. Mon cœur restera de glace. C'était une rencontre dense. C'est la première fois que je rencontrais des lycéens ou des collégiens ou des élèves dans un lycée. Et vu le thème du livre, c'était particulièrement intéressant. Enfin, le thème parle, on va en parler, mais bon, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah par la balle, l'horreur et la découverte de l'horreur. Du coup, parler de ça avec des jeunes de 16-17 ans, c'était assez troublant même des fois. On sentait une tension, une sorte de fébrilité. Et du coup, c'était très émouvant en fait pour moi de me dire qu'ils avaient lu et d'écouter tout ce qu'ils pouvaient dire. C'était très étrange en fait. Donc, Mon cœur restera de glace, l'histoire terrible d'une famille marquée par deux guerres mondiales. L'histoire se déroule sur un siècle et sur trois périodes en particulier, donc 1918, 1944 et 2020. Mais tu alternes les chapitres. On n'est pas forcément dans la période chronologique. Tu peux nous expliquer comment tu fais ces allers-retours, ces va-et-vient? Moi, il y avait cette idée de raconter l'histoire d'une famille sur un siècle. Et donc, une famille sur un siècle au XXe siècle, en Europe, on traverse les trois guerres mondiales. Et comme on va dire, mon cœur à moi, il penche vraiment clairement du côté du noir, l'idée était d'aller vers ce qu'il y avait de pire et de plus insupportable. Et donc on suit le quotidien d'hommes normaux, d'individus normaux qui sont plongés dans ces guerres et à qui on va demander de commettre le plus atroce. Donc des meurtres de femmes, d'enfants, de vieillards, les yeux dans les yeux, par dizaines. Et on va suivre aussi, tout ce que ça va infuser à l'intérieur de leur tête. Et tout ce que ça va infuser aussi pas dans leur gène, mais dans l'histoire de leurs enfants, etc. etc. Et l'idée, c'était un petit peu de suivre l'histoire de cette famille-là, et de famille allemande, et de considérer les guerres du XXe siècle comme des luttes fratricides, mais au début c'était d'un point de vue, métaphorique, et ensuite c'est devenu, au fil de l'écriture, au premier degré. Ce fleuve Congo, et il chemine sa vie. Et pour moi c'était le modèle, c'est-à-dire que mes soldats qui traversent à travers cette forêt de sapins en Haute-Corrèze à la recherche, dans la brume, à la recherche outraquée, on ne sait pas, par ce croque-mitaine, donc on ne sait pas qui il est. Cette forêt, c'était une sorte de métaphore pour moi de l'existence. Et alors justement, elle est très présente, elle est presque un personnage à part entière, la forêt. Et hier, je te posais la question, et tu ne l'avais pas écrit en y pensant, mais on est presque à la lisière du conte, en ce sens que la forêt permet à la fois des respirations, mais aussi déclenche des inquiétudes, parce que tout peut s'y passer. La forêt, dans le roman, c'est le monde. Et avec des fois des moments où on va pouvoir s'y cacher, dans cette forêt on va pouvoir s'y réfugier, et des fois cette forêt va devenir un piège. Et on a construit cette forêt, ils construisent des cabanes qui sont autant des refuges que des pièges. Et effectivement, pour moi ce qui était important, c'était surtout la brume qu'il y avait dans cette forêt, et que ce roman noir soit surtout un roman gris, c'est-à-dire un roman où on n'arrive pas à saisir les choses, on n'arrive pas à les attraper, et on ne sait plus... Essayer d'écrire un roman sans frontières, en fait. Voilà, c'était ça. Sans frontières, sans jugement aussi. Comme si chacun pouvait abriter cette part d'inhumanité. Oui, comme si chacun abrite cette part. Mais certains arrivent à en faire quelque chose, d'autres non. Oui. D'autres arrivent à la juguler, d'autres non. Et la seule chose qui était importante pour moi, c'est qu'on ne tombe pas non plus dans le nihilisme, même si dans certaines versions, j'étais vraiment tombé dans le nihilisme, et qui finalement tournait en rond. Et je pense que c'est très très dur d'écrire le nihilisme en accouchant quelque chose d'intéressant.
Et là, j'étais juste dans une sorte d'amertume personnelle. Et donc, en fait, petit à petit, j'ai essayé d'introduire certains personnages qui font que, à certains endroits, il y a quelques touches d'humanité possibles. Et il y a quelques personnages qui incarnent une possibilité morale. Et c'est notamment le personnage du jeune Stoltz, qui est un jeune garçon qui, voilà, qui pour moi incarne. Alors, ça va pas le rendre heureux, hein, mais voilà, il arrive à rester humain au sein de cet environnement totalement inhumain. Et voilà. Et alors justement, hier soir on a vu ton film Ni Dieu ni Maître, et on retrouve aussi dans, je pense j'avais oublié son nom, au personnage... Le Seigneur Occam. Oui, Occam, voilà. Qui lui aussi est quand même assez odieux, mais on peut percevoir quelque chose une sensibilité par moment dans son regard, le regard qu'il porte sur l'or, même s'il veut la posséder et être tout puissant, il y a quand même des instants où, enfin, son regard, moi, a été quand même touchant. Oui, oui. Pensez aussi à ce texte de Conrad, Au cœur des ténèbres, avec Kurtz à la fin, et puis avec cette phrase qu'il y a chez Conrad qui dit à un moment, la seule chose qu'on peut attendre de l'existence, c'est une connaissance de soi qui arrive toujours trop tard. Et qui est vraiment, pour moi, une des phrases qui m'a le plus parlé. Et c'est ce à quoi je pensais quand on travaillait sur le personnage de cet homme-là et de tous ces personnages-là. Il y a un moment où on prend conscience de nous, on arrive à avoir une connaissance de nous, mais elle ne va pas nous sauver, elle va arriver trop tard. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans les personnages noirs, les personnages, je dirais, qui vont commettre le pire, c'est cette manière dont la violence, le recours à la violence va être une manière d'exister dans le monde, à la fois de profiter du monde, de dominer le monde, mais aussi d'avoir une place quasiment existentielle. À travers la violence, ils existent et on existe. Et voilà, c'est aussi une manière d'exister. Alors justement, tu passes de la littérature au cinéma, du cinéma à la littérature. De quelle façon? C'est facile? C'est complexe? Si vous voulez faire un livre, tu vas convaincre, en gros, j'exagère, mais à peine une personne, éditeur. Tu veux faire un film, tu vas convaincre 50 personnes. Voilà, donc ça, c'est déjà deux choses assez différentes. Quand tu écris ton roman, quoi qu'il se passe, tu sais que tu vas le faire. Quoi qu'il se passe, c'est décidé, voilà. Quand tu fais ton film, tu sais jamais. Il y a quelque chose de très trouble. Et là, la manière dont je travaille aujourd'hui, j'ai mis 20 ans à faire mon premier film. Et 20 ans sans arrêter. Hein. Avec 15-20 projets qui ont échoué. Avant de faire le premier. Là, c'est le deuxième dont on parle. Et donc, en fait, maintenant, la manière dont je travaille, c'est que j'écris comme un texte, j'écris une nouvelle, mais je ne sais pas si ça va être forcément un film ou un livre. Et Mon cœur restera de glace, j'avais écrit une nouvelle d'une 30aine de pages, et je ne savais pas si ça serait un film ou un livre. Et après, j'en ai parlé avec des éditeurs, avec mon éditrice, avec des producteurs, etc. Et finalement, c'est devenu un livre et ça me va très bien. Au fond de moi, maintenant, je me rends compte que c'est la seule chose qui pouvait être possible. Mais à l'époque, j'ai dû écrire cette nouvelle de 30 pages avec les personnages, l'histoire, etc. Et voilà, la vie a fait son chemin et puis c'est devenu un roman. Mais en même temps, il est très cinématographique. Est-ce qu'on pourrait facilement imaginer en faire un film? Ouais, je pense que il est très visuel. Ah oui. Il est très très visuel. Il est écrit de manière très visuelle et on parlait tu vois, de Joseph Conrad. Et je me souviens de plein d'articles sur Joseph Conrad qui disaient qu'il a entre guillemets qu'il est l'inventeur du cinéma tellement son style était visuel. Joseph Conrad, c'est un écrivain qui est très existentiel, mais il écrivait ce qu'il voyait. Il écrivait ce qu'il voyait, clac, 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 il voyait quelque chose, il écrivait. Et donc, oui, mais je pense que beaucoup de textes peuvent être des films, mais de nos jours, les films, on leur demande d'être très bavards, très explicatifs, très, voilà, il faut que ça rentre dans des cases, mais alors là, des cases, et être sur les frontières ou entre les cases, ça ne va pas. Donc, je pense que Mon cœur restera de glace, qui est... j'ai essayé de faire un livre un peu inclassable, un peu. Je pense que même si on a une sensation visuelle, ce serait très très dur de le monter.
Alors une dernière question. On demande souvent aux auteurs s'ils ont une bande son pendant l'écriture. On n'a pas du tout abordé ça avec les lycéens. Est-ce que tu... Alors, moi en général, j'écris dans un silence absolu. Je tape comme un malade sur mon ordinateur. Et dans ma famille, mon fils rentre, ils sont dans la ligne de mon bureau, ils me disent ah, c'est pas possible. Bon, voilà, je martyrise mon ordinateur. Néanmoins, c'est vrai que pour Mon cœur restera de glace, j'ai beaucoup écouté, à l'époque notamment quand j'écrivais la nouvelle de 30 pages, Oui. dont le livre c'était une sorte de première version, je sais pas. J'ai beaucoup écouté Coup de l'âme, qui est un chanteur d'électro ivoirien, j'aime beaucoup. Et Scratch Massive, c'est d'électro pareil. Et certaines BO de Cliff Martinez. Cliff Martinez qui a fait des films de Neon Demon. Voilà, j'ai beaucoup écouté Neon Demon par exemple. La BO de Neon Demon. Mais en général, j'écoute pas de musique. C'est vrai que pendant quelques jours, j'ai écouté ça, alors que ça m'arrive pas. Bon. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci.